Bonjour, je suis le président fondateur de l'Association contre la discrimination canine. Lors de mon précédent diaporama, nous avons vu la socialité chez le chien et toutes ses règles. En tant que cynologue, éducateur et dresseur canin, je vous conseille le référentiel pour les vétérinaires comportementalistes du professeur Isabelle Vieira, qui m'a permis de vous faire ce diaporama. Étudions maintenant le binôme humain-chien. Si le chien est le meilleur ami de l'humain peut alors s'avérer être le pire ennemi du chien. L'humain et le chien utilisent la même niche écologique. Ils se côtoient au quotidien, échangent leurs émotions, s'attachent l'un à l'autre, souvent sans bien se comprendre. Ce sont deux êtres sociaux, parlant deux langues différentes. Chaque trouble du comportement canin supposé sont très souvent une mauvaise interprétation du comportement du chien par son maître. En effet, le maître va dire « Le chien devient fou, il est dominant, on n'y peut rien, il est jaloux, il se venge, il est têtu, il n'écoute pas, il sait qu'il a mal fait, on a tout essayé, etc. » ne sont que des termes liés à l'anthropomorphisme. Or, l'anthropomorphisme associé à la culpabilité n'aide pas à résoudre ces problèmes de couple. Dans le couple, ou binôme, ou dyade humain-canis, le chien est trop souvent humanisé. En effet, l'homme manifeste une attente démesurée vis-à-vis de son compagnon auquel il prête un mental humain, et cela en générera que des contresens dans la communication. Pour que la relation du couple humain-canis soit positive, c'est à l'humain d'apprendre les codes canins pour éviter la mauvaise lecture des comportements de nos chiens. La première grosse erreur, c'est de parler de chiens méchants ou dangereux. Et parler de chiens méchants et dangereux, c'est se fourvoyer dans l'anthropomorphisme. L'humain est un objet non social pour le chien. La seconde grosse erreur est de dire que le chien est socialisé à l'humain. Il est familiarisé à l'humain. Car nous sommes bien d'accord, l'humain et le chien appartiennent à deux espèces différentes. La relation humain-canis est une situation domestique. Le chien ne choisit pas sa famille. Cette famille, qui est un groupe plurispécifique, composé bien sûr de l'humain, parfois avec d'autres congénères et d'autres espèces, comme des fois des chats, des rongeurs, des oiseaux. Et le chien donc peut développer un lien affectif envers tous les membres du groupe plurispécifique que compose sa famille. La relation se crée par répétition d'interactions. Mais le chien ne peut s'exprimer que par des comportements canins. La relation entre le chien et son humain de compagnie est unique dans le règne animal. Cette relation est une relation de coopération et non de subordination. L'harmonie de la relation dépend de plusieurs paramètres. En premier, le niveau de familiarisation du canis à l'humain, tout type confondu. En second, la cohérence de la communication entre l'humain et le canis. Et en troisième, la qualité du lien entre l'humain et le canis, basée sur la construction d'une confiance partagée. La familiarisation est au cœur de la relation dyadique. Cette familiarisation est possible grâce à des contacts positifs, ludiques et variés. Le chien doit être sorti très fréquemment et mis entre toutes les mains pour se faire tripoter, retourner, papouiller, caresser, brosser. Et c'est le contact et la proximité qui créent la familiarisation selon un processus d'habituation. La meilleure familiarisation est donc celle qui respecte les réactions émotionnelles du chien et qui exclut toute coercition et toute recette magique identique pour tous les chiens. La familiarisation doit être vécue de façon positive
pour le chien, souvent associées à des récompenses. L'éducation du chiot et la mise en place des règles domestiques doivent être appréciées du chien. Le maître doit mettre en place une relation cohérente et stable, avec des repères relationnels lisibles, fiables et acceptables bien sûr pour le chien. Tout à l'heure, nous reviendrons sur ces trois qualités et leur importance. Voyons maintenant la problématique de la qualité de la communication. Entre humains et canis, comment bien se comprendre? Comme nous l'avons déjà vu, les chiens pour communiquer utilisent leur code canin et uniquement leur code canin. Et en voici quelques exemples. Les comportements d'intimidation, les tentatives de mouvement d'intention, les comportements d'appel au jeu, l'aplatissement du corps, le raidissement et la position des oreilles et de la queue. Et le maître émet aussi des signaux en fonction de ce qu'il croit comprendre ou ce qu'il veut comprendre et répond de façon humaine au chien. De son côté, le chien interprète notre gestuelle comme un signal étant apparenté au sien. Le chien peut se tromper. Par contre, le maître se trompe très souvent. La qualité du lien entre l'humain et le canis se forge sur des interactions répétitives, stables et positives. Les habitudes relationnelles se renforcent avec le temps et le chien apprend à répondre aux attentes de son humain de compagnie. Pour le chien, ces habitudes fixées par renforcement vont ancrer un lien affectif intense et réciproque avec son maître. La stabilité de la relation apprise par la répétition a une vertu anxiolytique, inhibitrice des conflits et de stress, simplement parce que chaque réaction devient prévisible. La communication humain-canis est une dyade basée sur l'affectif. Les prises de contact positives génèrent un capital confiance chez le chien. Cette communication homme-chien, basée sur l'affectif, est indispensable dans le processus de familiarisation et dans le processus de l'éducation. Le chien, pour tisser un lien avec son humain de compagnie, va développer un système de relations dyadiques mimant. Ainsi, le chien va décrypter nos attitudes, nos postures, notre gestuelle, la tonalité et la fréquence de notre voix, et nos déplacements par rapport à ses codes canins. Ainsi, le chien va découvrir et expérimenter nos réponses à ses propres comportements. Et c'est par cet apprentissage qu'il va construire sa relation à l'humain. Il est donc essentiel que nous, humains, ayons toujours une constance dans notre communication, que tous nos signaux soient émis de façon claire et articulée. Le chien ne peut s'ajuster au comportement humain qu'en répétant les mêmes réponses dans les mêmes circonstances qui provoquent les mêmes réponses humaines. Un exemple, un chien qui réclame à table et qui parfois se voit récompensé par un ton de nourriture et parfois se voit refoulé parce que vous n'avez pas envie de donner ce jour-là, ne peut pas comprendre cette cacophonie. L'humain est capable de gérer une relation complexe et changeante, le chien non. Le couple humain-canis est une équipe dont la confiance résulte uniquement d'interactions amicales. La sanction est presque toujours inefficace et très vite contournée par le chien. Et lorsque le chien désobéit, il est préférable d'ignorer ces méfaits que de les sanctionner. Il est préférable de simplement ne pas les renforcer que de les sanctionner. Vouloir exiger du chien des capacités à négocier, des aptitudes à discuter, à pardonner, à se venger ou à se sentir coupable, bref, avoir des attentes démesurées vis-à-vis du chien, devient de la maltraitance et aboutit à l'échec de la relation humain-canis. Pour les repas, traditionnellement, il est conseillé que le chien apprenne à manger seul, dans une zone calme et éloignée des lieux de passage et de repas du maître.
mais ce conseil ne repose sur aucune étude scientifique validée. Le chien doit recevoir ses repas à une heure décidée par le maître et variable pour éviter toute réclamation incessante du chien. Il est bon de préciser que, comme chez les humains, certains chiens sont gourmands et d'autres non. Donc il faut adapter la manière de donner à manger pour chaque chien. Et surtout, la relation qui s'installe autour de la distribution alimentaire doit indiquer au chien que l'humain est une source de bénéfice et non une source de retrait, d'isolement ou de privation. Le couchage est le lieu qui permet de s'endormir sans inquiétude et de préserver sa ressource en matière de sécurité. Il n'est pas immoral de dormir avec son chien, mais il faut que ce soit le choix du propriétaire. Et il n'est pas démontré, comme on peut souvent le lire, que le fait de s'installer sur une hauteur ou une zone de passage constitue pour le chien une prérogative ou un privilège associé à un statut particulier. Au contraire, il est normal qu'un chien choisisse de se positionner dans un lieu où il peut percevoir les déplacements de ses maîtres ou des intrus éventuels. Le chien va rechercher ce contact qui lui procure douceur, chaleur et plaisir. Les premiers jours, il est conseillé de laisser le chiot venir au contact de l'homme pour favoriser la familiarisation. Et dès que le chiot s'endort dans la journée, il est bon de l'éloigner des maîtres et de respecter ainsi des temps de solitude. Lorsque le chiot commence à trop suivre le maître dans toutes les pièces, le mieux est de lui apprendre, avec une récompense, la distanciation qui peut être bénéfique. Il suffit souvent de ne pas répondre et d'ignorer ses sollicitations. Il va se calmer et va se coucher à une certaine distance dans un coin tranquille. Par la suite, c'est à l'humain de planter le décor de relation, de décider quand il souhaite une interaction avec son chien. Et ne pas répondre à toutes ces sollicitations ne constitue pas une punition, mais permet au chien de construire une relation du type confiance-autonomie. C'est pourquoi il faut que ce soit l'humain qui le sollicite et qui établit ainsi l'initiative de l'interaction. La relation, basée sur l'affectif, se construit dans le fait que le chien doit apprécier fondamentalement son humain de compagnie. Cela ne veut pas dire qu'il faut créer une relation exclusive et fusionnelle qui fabrique une dépendance quasi pathologique. Entre l'humain et le canin, comment bien se comprendre? La communication s'organise selon un modèle canin d'expression. En effet, ce n'est pas le chien qui va parler humain, c'est l'humain qui doit parler chien. Et comme l'homme est particulièrement handicapé au plan olfactif par rapport au chien, il va surtout se servir du canal visuel avec les postures et le canal auditif avec tout ce qui est ordres vocaux. Mais attention, l'homme doit apprendre à se surveiller, à se contrôler, car la moindre mimique, la moindre émotion émise involontairement est un message envoyé au chien. Et c'est tout le corps de l'humain que le chien lit. Et c'est pourquoi il est absolument nécessaire que notre langage corporel soit en adéquation avec le langage vocal et qu'il soit congruent. En communication, les paramètres de l'efficacité sont universels. En effet, la communication met en jeu deux protagonistes, un émetteur et un récepteur. L'efficacité d'un message tient à la fois de l'émetteur et au récepteur. Et l'important n'est pas le message émis, mais le message perçu. Je me permets de vous rappeler ce que dit Bernard Werber. Il dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, et ce que vous comprenez, il y a au moins 10 possibilités de ne pas se comprendre. » Donc,
Pour qu'un chien reçoive le message efficace, comme on le souhaite, celui-ci doit présenter les caractéristiques suivantes: lisibilité, fiabilité, acceptabilité. La lisibilité, c'est le fait de pouvoir capter le sens du message, le lire, le décoder, lui accorder une signification sans qu'il soit brouillé ou masqué. Dans le contexte intraspécifique, on peut considérer que le faciès très immobile, comme on le voit dans certaines races comme les Bull Terrier, ne sont pas favorables à des mimiques très lisibles. Un chien, ayant subi une codectomie, la coupe de la queue, ne pourra bien sûr pas la remuer. Et le chien qui aura eu une otectomie, c'est-à-dire la coupe des oreilles, envoie le plus difficilement un message lisible à ses congénères. Comme dernier exemple, nous allons dire que les entraves, comme les muselières, surtout celles qui sont en nylon, en tissu nylon, qui entourent les babines et masquent tout retroussement des babines, favorisent l'illisibilité du message d'intimidation. Et une frange de poils longs sur le devant de la face ne permet pas au chien de bien lire un regard qui devient par conséquent brouillé et illisible. Et dans un contexte plurispécifique où le chien communique avec l'homme, si vous communiquez avec votre chien avec un ton monocorde, des ordres chuchotés ou marmonnés, ou si vous ne le regardez pas lorsque vous vous adressez à lui, il ne pourra pas déceler le contenu émotionnel du message. La fiabilité, c'est la confiance que l'on peut accorder à un message dont la cohérence n'est pas parfaite. Il doit y avoir congruence entre verbal et non-verbal pour éviter un ordre de type « viens ici, fous le camp ». Et pour cela, l'homme va devoir parler au chien avec tout son corps et tous ses sens. Quoi qu'il en soit, si le message que vous émettez va dans deux directions opposées, le chien va opter pour ce qui est le moins dangereux pour lui ou ce qui est le plus avantageux. L'acceptabilité, c'est le fait, pour un message, d'être recevable au plan éthologique. L'homme doit connaître les réponses possibles incluses dans le répertoire du comportement canin. Le chien ne peut pas comprendre que l'homme continue à le menacer ou à le réprimander alors qu'il a fait preuve de soumission. Donc, le message envoyé par l'homme à son chien doit toujours être cohérent, c'est-à-dire fiable. Avoir un sens bien net, c'est la lisibilité ou la congruence. Et enfin, être éthologiquement recevable, c'est l'acceptabilité. Il faut bien avoir conscience que les chiens ne comprenant pas la langue humaine communiquent par les canaux sensoriels. En effet, ils ne comprennent que le paraverbal, les intonations, et le non-verbal, les postures, les mimiques, la gestuelle, les mouvements. Quelle que soit notre position, le chien y répondra avec son interprétation canine. En effet, le chien va rechercher ce qui s'approche d'une posture canine et y répondre selon le code canin. Plusieurs mimiques faciales humaines ont été étudiées et donc selon des études, nous avons remarqué que les chiens adultes réagissent plus à la peur et à la colère qu'à la joie et au dégoût. Le regard en mydriase évoque la peur. C'est pour ça qu'il est faux de dire que le chien sent la peur. Il la voit dans notre regard, ce qui est incontrôlable pour nous. Le regard sur la tête ou la croupe apparaît au chien comme un regard affirmé ou d'intimidation. Par contre, le clignement des yeux est considéré comme un signal d'apaisement. Le regard qui va du chien vers une direction différente ou un objet incite le chien à partir dans cette direction. Le regard est alors un indicateur d'orientation. Voyons maintenant ce qui concerne les mouvements des bras et des mains. Chaque geste fait par nos bras a une signification pour le chien.
Tapoter les mains sur la cuisse ou le genou sera perçu comme un appel au jeu. Lever la main au-dessus de la tête du chien sera perçu comme agressif. L'avance de la main, paume vers le haut, apparaît souvent comme amical. Pointer du doigt en écartant le bras du corps incite le chien à regarder et à partir dans cette direction. Dans l'éducation, tous les ordres ont leur gestuelle des mains. Voyons maintenant le son de la voix et la nature des signaux non vocaux. Le son de la voix est appelé le paraverbal. Il se substitue totalement au verbal puisque le chien n'entend rien à notre langue. Apprendre à communiquer avec le chien nécessite un peu d'entraînement et beaucoup d'humilité pour interpréter de façon précise et justifier ce que le chien perçoit des signaux humains. Il faut être capable de retenir son attention de façon soutenue et motivante. Pour finir, un petit mot sur les trajectoires et la cinétique d'approche. Une approche directe en ligne droite peut être perçue comme agressive. Et courir près d'un chien peut motiver son instinct de prédation. Lors de mon prochain diaporama, nous développerons le chien apprend toujours et partout. En attendant, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.